Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Rencontre. Le sommet des pays membres de l'APEC se déroule du 7 au 11 novembre 2014 à Beijing. 13 ans après le sommet de Shanghai en 2001, la Chine accueille de nouveau le Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Pendant plusieurs jours, les 21 États membres de l'APEC, qui représentent plus de la moitié de la richesse mondiale, vont discuter des moyens de promouvoir le libre-échange et l'intégration économique dans la région. Quelles sont les attentes des différents participants, quels obstacles se dressent devant eux et quelles solutions concrètes pourraient aboutir d'ici la fin du forum? Notre expert répondra à toutes ces questions juste après ce reportage. Les 10 et 11 novembre, Beijing accueille le sommet de l'APEC, le forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Pour la Chine, qui n'avait plus organisé pareil événement depuis le sommet de 2001 à Shanghai, il s'agit d'un enjeu diplomatique majeur. Une rencontre informelle entre Xi Jinping et Poutine, en marge du sommet de l'APEC, a déjà été confirmée et le rapprochement constaté ces derniers mois entre le Kremlin et Beijing devrait y trouver une nouvelle confirmation. En dépit des fortes tensions géopolitiques entre la Chine et le Japon, les médias croient toujours en la possibilité d'une rencontre entre Xi Jinping et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Quant au retour de Barack Obama, absent du forum l'année dernière, il pourrait, malgré la reprise des opérations militaires au Moyen-Orient, relancer sa stratégie de pivotement des États-Unis vers l'Asie. La question majeure, dans un contexte de fragilité de l'économie mondiale, est de savoir si les 21 nations rassemblées par l'océan Pacifique parviendront à trouver des solutions pour relancer la croissance et l'investissement dans la région. Entre intérêts nationaux et considérations globales parfois contradictoires, les économies membres de l'APEC devront trouver le juste équilibre si elles souhaitent parvenir à leur objectif d'intégration régionale. Notre invité aujourd'hui, c'est M. John Ruolin. Vous êtes ancien correspondant en France du quotidien chinois Wenhuibao, mais aussi écrivain et essayiste et auteur du livre « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». Bienvenue sur notre plateau. Et cela fait 13 ans déjà qu'un sommet de l'APEC ne s'était pas déroulé en Chine, du côté de Beijing. On semble s'être préparé avec beaucoup de minutie à l'événement. Donc ce sommet revêt-il une grande importance pour la Chine, selon vous? Oui, toujours. Organiser une conférence internationale d'une telle importance, c'est toujours très important pour un pays hôte, et surtout la Chine, parce que la Chine, comme vous le savez, il y a un proverbe chinois, disent que quand il a des amis viennent de loin, on est toujours très joyeux. Et notre ministre des Affaires étrangères, il y a 2 jours, dans une réunion de préparation, il a dit une phrase très intéressante, il a dit « la Chine est prête ». Voilà. Je crois que pour un pays hôte, organiser une téléconférence, c'est toujours montrer sa capacité de gouvernance, montrer comment il va organiser bien cette sorte de conférence internationale. C'est très difficile, il faut dire, avec une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Mais aussi pour promouvoir la Chine, parce que avec Obama, président américain, avec Poutine, président russe, avec d'autres présidents, le monde concentre ses regards toujours sur la Chine. Et tout d'un coup, la Chine montre que, par exemple, les statistiques prouvent que la Chine, maintenant, est devenue locomotive de la croissance de l'Asie. Et chaque fois, la Chine a 1% de taux de croissance, ça entraîne l'Asie 0,3%. Et c'est très important. Et puis aussi, c'est que lorsqu'on est pays hôte, on a toujours un peu plus d'opportunités pour proposer des sujets à discuter. Par exemple, cette fois-ci, il y a une centaine de sujets à proposer depuis le début de cette année. Et la Chine a proposé presque la moitié. Voilà, c'est le pays hôte qui a toujours cet avantage. Et comme vous avez dit, puisque Beijing est déjà prête, pourriez-vous nous présenter et à nos téléspectateurs de quelle manière s'est-on préparé à ce sommet de l'APEC du côté de Beijing? Bon, vous savez, d'abord, on a les Chinois
a toujours l'intention de montrer ses côtés forts, par exemple pour la nourriture, pour une vingtaine de chefs d'État, il faut préparer beaucoup de choses à manger, et surtout de gastronomie chinoise, mais aussi il faut former beaucoup de gens pour... par exemple, on a formé presque 10 000 serveurs pour qu'ils puissent bien servir pendant toutes ces réunions. Mais aussi, par exemple, on a fait beaucoup de mesures pour améliorer l'air de Pékin, par exemple, et aussi on donne les vacances à Pékinois, une semaine de vacances. Pourquoi? Pour faciliter les circulations. Et c'est vrai, il faut dire vrai, c'est que pour organiser un sommet, pour montrer du côté très chaleureux des Chinois, on a fait beaucoup d'efforts. Et c'est nécessaire, je pense. Et aujourd'hui, nous sommes également en liaison téléphonique avec Philippe Dufresnay. Monsieur Dufresnay, bonjour. Bonjour. La Chine est à nouveau l'hôte de l'Asie, donc quels vont être, d'après vous, les grands sujets abordés durant ce sommet de l'APEC, selon vous? Alors, un des sujets principaux qui vont être abordés sera définitivement un accord anticorruption, à savoir la signature d'accords entre la Chine et plusieurs pays pour prévoir la possibilité de rapatriement de fonctionnaires chinois qui auraient pu partir à l'étranger avec des fonds détournés. C'est une question que la Chine veut régler et ça sera abordé au programme de l'APEC. Ça, c'est un des premiers sujets. Un autre sujet beaucoup plus informel qui pourrait être abordé, qui sera à mon avis évoqué, c'est également la relation entre la Chine et le Japon au sujet des îles Diaoyu Senkaku. Et, Monsieur Zheng, est-ce que vous avez des choses à raconter? Oui, effectivement, je crois que la Chine a proposé une déclaration de la lutte anticorruption de tous les pays membres. Et c'est vrai, c'est que la Chine, depuis 2 ans, a lancé un mouvement de main propre à grande ampleur et les résultats sont très nets. Il y a, à ma connaissance, presque une 50aine de ministres sont déjà tombés. Mais le problème, comme M. Fresnay avait précisé, c'est qu'il y a une partie de ces gens corrompus qui se sont enfuis à l'étranger, surtout aux États-Unis, au Canada et en Australie. Ces 3 pays n'ont pas d'accord d'extradition avec la Chine. Donc, comment lutter contre cette corruption pour que ces gens-là puissent revenir en Chine pour que la justice chinoise puisse les punir? C'est un sujet à aborder. Mais aussi, il y a d'autres sujets très importants. Le premier sujet, c'est le relancement de la construction de zones économiques de libre-échange dans l'Asie-Pacifique. C'est une sorte de début de marché commun en Europe. Bien sûr, ça ne peut pas aboutir à l'Union européenne comme en Asie, la situation est différente, mais ce marché commun, c'est quand même très important parce que dans ces zones, s'il aboutit, il y aura le libre-échange de personnel, de personnes, de fonds et de marchandises. Ce sera très important. Mais deuxièmement aussi, comme cette zone est différente que les zones Europe ou Amérique, cette zone dont la plupart des pays sont en voie de développement. Donc il faut promouvoir à peu près, construire des piliers pour développer cette zone économique. Il faut donc construire l'infrastructure entre les États membres. Y compris TGV, l'autoroute, etc. Lorsque je voyage en Europe, dans les zones euro, par exemple, ou dans les pays Schengen, quand je traverse la frontière, je ne sens rien. C'est pratiquement les mêmes développements, mêmes infrastructures. Tandis que je suis allé à la frontière de Chine, Mongolie et extérieure, par exemple, c'est totalement différent. Les chauffeurs m'ont dit, une fois traversé la frontière, l'autoroute devient autre chose.
Voilà. Il faut construire beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire dans la zone Asie-Pacifique. Mais en même temps, les médias étrangers assurent que la Chine met tout en œuvre pour organiser un sommet de l'APEC le plus grandiose possible. Donc pour vous, est-ce que c'est le signe que la Chine s'assume désormais comme une grande puissance économique, aussi comme un acteur de dimension mondiale sur le plan géopolitique? Oh ben, c'est pas la première fois. Il y a déjà eu les Jeux Olympiques, l'exposition universelle, le sommet de l'APEC est une opportunité de plus pour la Chine de montrer sa volonté de s'affirmer au niveau international, à la fois par des événements comme celui-ci, mais aussi par les réformes économiques qu'elle met en œuvre et dont elle veut prouver au monde la raisonnabilité et puis l'efficacité, notamment dans le cadre des mesures anticorruption. La Chine a effectivement la volonté de s'assumer, au-delà de la simple puissance économique, c'est également, elle sert un petit peu de contrebalance au niveau politique face à l'hégémonie de certaines puissances. En tout cas, c'est comme ça que la Chine voit les choses et elle veut l'affirmer au monde, mais dans un contexte a priori consensuel. D'accord. Et tout à l'heure, M. Zheng a déjà mentionné l'un des sujets principaux de ce sommet, c'est promouvoir la création d'une zone de libre-échange d'Asie-Pacifique. Donc, pensez-vous que l'expérience de l'Union européenne pourrait bénéficier à la création de cette zone de libre-échange d'Asie-Pacifique? C'est pas vraiment le même modèle. Bien sûr, c'est une zone d'intégration économique. Il y a plusieurs degrés d'intégration économique dans les zones. Et l'Union européenne est une des zones d'intégration économique fédérale les plus achevées. Le modèle le plus achevé restant les États-Unis. Mais est-ce que l'ASEAN, si vous voulez, c'est un niveau un peu plus bas, dans le sens où c'est moins intégré que l'Europe puisqu'ils ont commencé plus tard? Les écarts entre les pays sont encore importants. Il faut travailler pour les faire développer ensemble, mais c'est en bonne voie, bien sûr. Et un autre avantage, une autre différence entre l'Europe et l'ASEAN, par exemple, c'est que l'Europe a des pays qui sont à peu près équilibrés, et l'ASEAN, il y a des fortes puissances comme la Chine et le Japon, comme la Chine en tout cas, et il y a des pays qui sont beaucoup plus petits en termes de population. Donc ce sont des écarts qu'il va falloir gérer dans la réalisation de cette zone d'intégration économique. D'accord. Et M. Zheng, est-ce que vous êtes d'accord avec... Oui, je suis tout à fait d'accord. En Europe, par exemple, les systèmes politiques sont à peu près les mêmes, tandis qu'en Asie-Pacifique, il y a toutes sortes de systèmes politiques qui sont très différents. D'ailleurs, les volontés des politiques sont différentes aussi. À l'époque de lancement de marchés en commun en Europe, la volonté des politiques sont unanimes, tandis qu'en Asie-Pacifique, c'est encore très différent. Mais c'est un bon commencement parce que toutes les choses, il faut avoir un commencement. Malgré toutes ces difficultés, il vaut d'avoir un commencement que rien. Et d'accord. Et Monsieur Dufresne, est-ce que vous connaissez quel est l'état d'avancement de ce projet et quels sont les principaux obstacles de ce projet? Il y a toujours des petits achoppements au niveau politique. La Chine a certaines négociations toujours en cours, disons-nous, au niveau politique avec certains des pays membres, notamment au sujet de la mer de Chine et de la gestion des droits territoriaux de la mer de Chine. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel les négociations sont toujours en cours et ça peut être peut-être pas un frein, mais en tout cas un ralentissement à l'intégration économique. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, n'oublions pas que la Chine a une puissance d'offres en termes de biens que les autres pays n'ont pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer avec diplomatie, parce qu'un accord de libre-échange, si vous voulez, un accord de libre-échange serait à l'avantage de tous les pays si la Chine échange ses biens contre sa volonté de tourisme. Donc quand la Chine aura la volonté de promouvoir le tourisme à l'étranger, c'est-à-dire quand les touristes chinois pourront se déplacer de façon massive, ils contrebalanceront l'exportation des biens et là l'échange sera entièrement positif
de façon mutuelle à la fois pour la Chine et ses partenaires. Donc c'est l'axe sur lequel la Chine et ses partenaires potentiels doivent travailler. Donc c'est principalement ça l'obstacle, c'est la mise en place de ces échanges. D'accord. Merci. Oui, je crois qu'il y a un autre obstacle aussi, parce que c'est pas comme en Europe, les pays sont un peu équilibrés, les tailles, etc. Tandis qu'en Asie, il y a deux pays qui imposent, c'est la Chine et les États-Unis, Asie-Pacifique, j'ai dit, c'est la Chine et les États-Unis. Et surtout, c'est que la volonté politique de ces deux pays ne sont pas les mêmes. On se rappelait que en Asie-Pacifique, il y a deux négociations qui sont en cours. Et la PTT, dirigée par les États-Unis, exclut la Chine, tandis que la Chine, c'est PECR, c'est la Chine avec les pays Asie Sud-Est. La Chine ne mène pas une politique de confrontation. La philosophie chinoise est toujours une sorte d'harmonie avec les autres, construire une relation gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas la volonté de tout le monde. Vous vous rappelez, Monsieur Mesnet, c'est que la Chine avait mené une négociation avec le Japon et Corée pour construire une zone libre-échange entre ces trois pays. On a même à l'époque mentionné un monnaie commun comme l'euro. L'euro c'est monnaie unique, bien sûr, mais un monnaie commun dans ces trois pays pourra faciliter les échanges considérablement. Mais vous voyez, tout d'un coup, sur le point de signature, ça éclate, l'affaire de l'île de Diaoyuan et les dégradations des relations entre la Chine et le Japon. Quand on dit ça, on dit peut-être ça n'a rien à voir avec les États-Unis, mais si, peut-être ça a l'air, on dit on va m'accuser que complotiste, mais quand il y a une fois, on dit que c'est le hasard, deux fois, c'est quand même, il faut réfléchir, troisième fois, c'est difficile à accepter. Donc, je pense que pour nous, l'Asie-Pacifique, pour vraiment aboutir à un jour comme une sorte de relation comme l'Union européenne, il faut que les États-Unis montrent ses volontés aussi. D'accord. Et Monsieur Dufresne, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et à très bientôt, j'espère. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Monsieur Zheng, une rencontre officieuse entre le président Xi Jinping et le président russe Poutine a déjà été confirmée et les médias étrangers attendent beaucoup les rencontres de hauts dirigeants lors de ce sommet. Donc, qu'attendez-vous de ça? Oui, comme M. Fresnay tout à l'heure a mentionné, la rencontre potentielle entre les dirigeants chinois et japonais dans un contexte que tout le monde sait, difficile. Je me rappelais à la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, avait dit une phrase très intéressante. Il a dit la Chine est un pays qui accueille toujours les gens qui viennent comme hôtes dans notre pays. Donc, sous cette forme, je pense que peut-être une rencontre entre les dirigeants des deux pays n'est pas exclue. Mais il a continué, il dit, mais cela ne veut pas dire que la Chine accepte de toutes les positions des autres. Et ça montre que même il y a une rencontre, c'est toujours bien de se rencontrer, mais cela ne veut pas dire que la Chine accepte que cet révisionnisme japonais sur la Seconde Guerre mondiale. Ceci dit, même il y a une rencontre, cela ne veut pas dire que les différences, surtout sur l'histoire, entre les deux pays sont résolues. Mais rencontre entre Poutine et Xi Jinping, je trouve que c'est très important parce que la Russie et la Chine, les relations sont très bonnes. La relation entre la Chine et la Russie, s'il peut être si bonne, il y a une condition, c'est que les deux pays sont tout à fait d'accord de respect mutuel, sur le respect mutuel. La Chine ne se mêle pas des affaires intérieures de la Russie et vice-versa. Tandis que d'autres pays, certains pays
veulent toujours donner des leçons à la Chine, et ça, c'est difficile à accepter. Mais ceci dit, la rencontre potentielle entre Xi Jinping et Obama sera très commentée aussi, parce que chaque fois les leaders de première puissance et deuxième puissance économique mondiale se rencontrent, c'est toujours un événement. D'accord. Et comme vous avez dit, les relations sino-russes attirent beaucoup l'attention des médias étrangers. Lors de sa tournée en Europe, le Premier ministre chinois Li Keqiang a signé avec le chef du gouvernement russe Dmitry Medvedev une quarantaine d'accords dans le domaine du commerce, de financement, de l'énergie, etc. Donc pensez-vous que ce sommet de l'APEC va confirmer le renforcement des liens entre la Chine et la Russie? Oui, absolument. Je pense que regardons un peu l'histoire des relations de nos deux pays au début de la République populaire, c'est-à-dire des années 50. On parle beaucoup le plan marché que les États-Unis accordaient aux Européens. Ça a aidé les pays européens de se redresser après la Seconde Guerre mondiale. Mais en Chine, comme en Russie, enfin à l'époque c'est l'Union soviétique, on parlait moins souvent que l'aide accordée par l'Union soviétique sur la Chine. C'est à peu près, je crois, équivalent de 1,6 milliard de dollars à l'époque accordés par la Russie, par l'Union soviétique à la Chine, avec presque 17 000, je crois, ingénieurs qui viennent travailler en Chine. À l'époque, la Chine n'était pas un pays industrialisé. Et loin de là, la Chine n'avait même pas de l'industrie de base. C'est grâce à ces aides de l'Union soviétique que la Chine a commencé son processus de l'industrialisation. Il ne faut pas oublier ça. Et aujourd'hui, bien sûr, les relations sont d'une autre nature. C'est très différent. On n'est plus idéologiquement alliés, mais nous sommes voisins qui ont gardé de bons rapports et surtout de pays indépendants qui continuent à travailler ensemble. Ceci dit, on n'oublie pas non plus que le moment où la Chine commence sa porte d'ouverture et de réforme des années 80, les pays européens, les États-Unis aussi ont beaucoup aidé la Chine de lancer aussi dans ce processus d'industrialisation. La Chine, c'est comme ça. Quand vous faites quelque chose de bien pour nous, on se rappelle. On garde dans notre mémoire. Il y a un autre point qui intéresse énormément les médias étrangers, c'est la pollution à Beijing. Que pensez-vous de ce problème? C'est un vrai problème. Je me rappelais que lorsque je suis rentré dans mon pays après 20 ans passés en France, la première année, je ne me suis pas rendu compte que la gravité de ce problème. Et cette année, c'est vraiment, depuis une dizaine de jours, à Pékin, on ne voit pas voir le soleil. Et surtout, c'est que cette pollution de PM2.5, c'est des poussières, micro-poussières qu'on ne peut pas voir, mais on sent. Avez-vous essayé de chercher les raisons? Voilà. Durant le sommet, je crois que ça va améliorer parce que le gouvernement central a pris plusieurs mesures. Par exemple, pour les voitures d'immatriculation AAP, selon l'immatriculation, le dernier chiffre de l'immatriculation, soit AAP ou pair, puisse circuler selon la date pair ou impair. Le gouvernement central a aussi demandé à des entreprises, non seulement Pékin, mais aussi aux alentours de Pékin, d'arrêter une semaine, de ne pas polluer l'air. Mais ce n'est pas suffisant parce que c'est une question, pas pour le sommet, mais pour la santé publique des Pékinois. Comment trouver cette solution? Il faut d'abord trouver la cause. Et ça m'intrigue beaucoup parce que tout le monde dit que c'est à cause de l'industrie qui pollue. Mais moi, j'ai voyagé. Je prends le TGV de Pékin-Shanghai et je vois qu'au-delà de 300 km, 500 km de Pékin, en pleine campagne, il y a aussi la même pollution.
Il n'y a pas d'industrie là-bas. Il n'y a pas ni l'industrie ni les voitures. Comment expliquer? Alors certains scientifiques m'ont dit que en fait c'est parce que la lutte contre la tempête de sable à Pékin, les gens plus âgés se souviennent, durant des années 70-80, il y a des tempêtes de sable à Pékin. Pékin, pendant quelques jours, Pékin devient jaune, plein de poussière, plein de sable dans l'air, dans la bouche des gens, dans les yeux, etc. Alors on a planté beaucoup d'arbres à la frontière de Mongolie intérieure pour empêcher les sables viennent. Mais en même temps, ils ont empêché aussi le vent du nord. Le vent du nord ne vient plus. Est-ce que c'est cette raison? La tempête de sable aujourd'hui à Pékin n'existe plus, mais il y a des micro-poussières, il y a des PM2,5. Je pense que peut-être c'est aussi une raison. On a changé un peu la nature et la nature commence à nous punir. D'accord. La croissance des pays de l'APEC dépendait énormément du commerce, mais avec un net ralentissement économique mondial, ce n'est plus le cas. Donc, pour faire face à ce nouveau contexte, beaucoup d'économistes recommandent de favoriser l'investissement, surtout dans l'infrastructure. Pensez-vous que c'est une bonne solution? Pour le moment, oui. L'infrastructure dans un pays en voie de développement, c'est le cas de la plupart des pays Asie-Pacifique, est très nécessaire. Je me rappelais que le début des années 90, lorsque je quitte Chine pour aller en Europe, Paris a déjà 16 lignes métro, 16 lignes de métro, tandis qu'à Pékin, il n'y a que 2. 20 ans après, lorsque je suis revenu, Pékin a 16 lignes aussi. Et selon le projet, il y aura une vingtaine de lignes de métro. Et grâce à ces constructions d'infrastructures, la Chine puisse avoir ces taux de croissance de 2 chiffres. Et pour l'Asie-Pacifique, je crois, c'est aussi une mesure nécessaire et très utile. Mais cela ne peut pas durer. Je ne crois pas que dans encore 30 ans, la Chine va construire 40 lignes métro, parce que ce n'est pas nécessaire. Il faut penser à autre chose, autre développement, plus durable, plus vert. Mais pour le moment, c'est une bonne mesure, bonne proposition. Et pour finir, la dernière question, c'est les sites chargés d'accueillir les sommets de la paix qui sont toujours choisis avec minutie. Le pays hôte prend soin de mettre en avant ses paysages, son histoire et sa culture. Pourquoi une telle habitude, selon vous? Le pays hôte pense promouvoir le tourisme, parce que le tourisme, c'est l'industrie sans pollution, c'est une industrie vert, bio. La Chine aussi. Et ce site actuel choisi par le gouvernement chinois, c'est vraiment merveilleux. Il y a d'abord la montagne Yanshan, puis il y a un lac. En fait, tous les oiseaux migrants passent chaque année pour l'été et l'automne. Et aussi, c'est que ce site, il y a un monument historique, c'est la Grande Muraille. Donc, c'est pour promouvoir justement le tourisme dans cet endroit. On a choisi, et bien sûr, pour le moment, ce n'est pas encore un site touristique, parce que l'infrastructure ne peut pas répondre à ces demandes. Mais justement, ce sommet a permis au gouvernement local de construire des hôtels, des routes, des infrastructures. Et je crois que grâce à ce sommet, dans quelques années, on va entendre parler de ce site touristique. Notre émission touche à sa fin. Merci, M. Zheng, de vos éclairages. Je vous remercie. Et chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Rencontre. Au revoir.